Cette vidéo tente d'approfondir les connaissances sur la question de recherche suivante, soit quels sont les impacts fonctionnels de l'épilepsie chez les enfants. Commençons tout d'abord par décrire qu'est-ce que l'épilepsie. L'épilepsie est une condition chronique reliée à un déséquilibre dans les réseaux du cerveau. Elle est caractérisée par la présence de crises épileptiques récurrentes et par des impacts sur la vie de la personne. De plus, les impacts dépendent de la localisation du déséquilibre dans les régions du cerveau. Il s'agit d'un sujet d'importance car l'épilepsie est la condition chronique neurologique la plus répandue dans le monde et elle touche 1% de la population. De manière générale, l'épilepsie se développe à l'enfance. 44% des sujets seront diagnostiqués avant l'âge de 5 ans, 55% avant l'âge de 10 ans, 75 à 85% avant l'âge de 18 ans. Au niveau du cerveau, une crise survient lorsqu'il y a une activité neuronale anormale. Une crise d'épilepsie se caractérise par des attaques soudaines de décharge neuronale, corticale, excessive, interférant avec la fonction neuronale. Quelquefois, cette décharge épileptique n'est objectivée qu'à l'électroencéphalographie, sans traduction dans le comportement. Durant la crise, plusieurs symptômes peuvent se manifester, notamment des mouvements involontaires, une perturbation de la régulation autonome et des illusions et hallucinations. Il existe deux types de crises d'épilepsie. Les crises partielles, qui affectent une partie limitée du cortex, et les crises généralisées affectant le cortex en entier. Les crises généralisées sont divisées en deux catégories. Premièrement, il y a les crises d'absence, qui est une perte de conscience brève sans manifestation motrice. Et les crises tonico-cloniques commencent par une contraction tonique des muscles squelettiques suivie d'une alternance de contraction et de relaxation des muscles. Il existe trois principales formes d'épilepsie chez les enfants. Premièrement, il y a l'épilepsie symptomatique, qui est la présence de lésions mises en évidence par la neuroimagerie. Deuxièmement, il y a l'épilepsie cryptogénique. Dans cette forme d'épilepsie, il y aura une lésion qui peut être suspectée par la présence de troubles cognitifs et autres manifestations cliniques, mais qui n'est pas objectivée. Troisièmement, il y a l'épilepsie idiopathique, qui concerne plus d'un tiers des épilepsies chez l'enfant, puis disparaît à l'adolescence, qui serait d'origine génétique. Cette catégorie d'épilepsie sans cause identifiable renvoie elle-même à plusieurs formes, telles que le syndrome de Landau-Kleffner. Élaborons maintenant les impacts fonctionnels de l'épilepsie chez les enfants. Concernant les troubles du langage. D'abord, ils sont au cœur du tableau du syndrome de Landau-Kleffner, qui est une forme d'épilepsie idiopathique. En fait, dans ce syndrome, les enfants vont avoir des difficultés sévères de compréhension du langage dans la modalité auditive qui vont retentir sur l'ensemble de la communication verbale. Aussi, selon l'étude de Verly et ses collaborateurs, 15 enfants ayant de l'épilepsie de Rolandic ont été évalués afin de mieux comprendre leur profil langagier. Toutefois, il semble y avoir certaines fonctions langagières qui sont plus affectées que d'autres. En fait, les fonctions langagières en lien avec le langage réceptif et plus précisément au niveau de la compréhension de phrases, ainsi que la structure du langage associée à la production de phrases, est significativement plus faible chez les enfants ayant de l'épilepsie de Rolandic. Également, il y a une diminution de l'affluence sémantique et de la mémoire à court terme au niveau auditif chez ces enfants. Toutefois, cette étude évalue un type d'épilepsie spécifique, ce qui peut limiter notre compréhension globale des atteintes langagières chez les enfants épileptiques. Aussi, l'étude est effectuée auprès de 15 enfants, donc ceci limite la généralisation des résultats. Les troubles de mémoire constituent un des troubles cognitifs les plus fréquents en lien avec l'épilepsie chez les enfants. Plus particulièrement, des troubles mnésiques massifs sont souvent détectés chez les sujets atteints d'épilepsie temporale. L'épilepsie temporale gauche est davantage associée à des perturbations de la mémoire verbale, alors que l'épilepsie temporale droite à la mémoire visuelle. Selon une revue systématique réalisée par Menlove et ses collaborateurs, les enfants épileptiques présenteraient des difficultés de mémoire. Les principaux prédicteurs seraient l'apparition précoce des crises, une grande consommation de médicaments antiépileptiques, la fréquence élevée et la durée des crises. Plusieurs aspects de la mémoire seraient perturbés. Ces problématiques peuvent avoir des impacts dommageables sur la qualité de vie des enfants atteints et peuvent être associées à des difficultés académiques. Cette revue comporte cependant certaines limites. Par exemple, la prévalence exacte des difficultés ne sont pas claires, étant donné un manque de données sur la population étudiée.
Les difficultés d'apprentissage sont fréquentes chez les enfants d'âge scolaire ayant de l'épilepsie active, notamment en raison de la nature même de l'épilepsie et des effets secondaires de son traitement. La majorité des difficultés d'apprentissage sont attribuables à une faible cognition globale. Aussi, les enfants peuvent avoir des problèmes spécifiques tels que l'inattention, la mémoire de travail, les calculs mathématiques et la compréhension de phrases qui influent sur l'apprentissage en classe et les résultats scolaires. L'âge d'apparition plus tôt, la diminution de la présence scolaire et la compréhension des parents et des enseignants par rapport aux besoins de l'enfant sont d'autres facteurs qui peuvent contribuer à augmenter le risque de problèmes scolaires. Il en résulte que les résultats scolaires des enfants avec épilepsie sont inférieurs aux normes. Toutes ces informations mettent en évidence la nécessité d'un dépistage précoce des problèmes d'apprentissage et d'une surveillance continue. Selon Vanas, l'incidence de difficultés de lecture chez les enfants souffrant d'épilepsie est élevée. Cette thèse de recherche a démontré que l'épilepsie partielle d'origine frontale est associée à des déficits plus importants au niveau du traitement phonologique, c'est-à-dire le processus de lecture conduisant à la reconnaissance des mots écrits, tandis qu'à l'inverse, l'épilepsie temporale semble avoir peu d'impact à ce niveau. Bien que les enfants souffrant d'épilepsie n'aient pas tous présenté de déficit spécifique en lecture de mots isolés, ils démontrent tous un manque significatif d'efficience en lecture et ce, peu importe le type d'épilepsie. Les tâches significativement moins bien réussies par les enfants avec des absences sont la lecture de mots réguliers, la segmentation phonétique et l'inversion des syllabes. Selon une seconde étude de Curie et ses collaborateurs, l'examination du profil de lecture complet des enfants avec épilepsie rolandique conclut que la compréhension de lecture est compromise, en plus des difficultés de lecture des mots et de la compréhension orale. Finalement, les enfants avec de l'épilepsie ont une diminution de l'agilité, des habiletés de mouvement ainsi que de l'endurance musculaire. On retrouve plusieurs traitements possibles pour l'épilepsie auprès des enfants, tels que la médication, la chirurgie, le cannabis ainsi que l'alimentation. Concernant les médicaments, le médecin doit tenir compte de plusieurs facteurs avant de choisir le médicament le plus pertinent pour l'enfant. Par exemple, il doit vérifier les types de crise et les effets secondaires du médicament potentiel. Après l'essai de 2 médicaments sans succès, il est peu probable que l'enfant réponde bien à l'essai d'un autre médicament. Il faudra alors changer de traitement. Une étude a démontré que l'utilisation de médicaments pouvait avoir des effets positifs sur le langage et la cognition. Parmi les médicaments utilisés, la lamotrigine et l'oxcarbazépine sont ceux présentant le plus grand effet positif sur le langage. Au niveau de l'alimentation, la diète cétogène présente un régime fournissant un apport très élevé en lipides et en limitant au minimum les sources de glucides, ce qui amène la production de corps cétoniques. Ces cétones, résultant de la dégradation des gras, sont utilisés comme source d'énergie par toutes les cellules du corps, incluant celles du cerveau. Quand ce phénomène se produit, le cerveau se protège mieux contre les convulsions. En ce qui concerne le cannabis, celui-ci est reconnu pour ses propriétés thérapeutiques depuis très longtemps. D'ailleurs, le cannabis sativa est un traitement approuvé par Santé Canada pour la spasticité, la nausée, la douleur et maintenant est à l'étude pour l'épilepsie réfractaire. Dans le cannabis, on retrouve le cannabidiol qui a des propriétés anti-anxiété avec des potentiels anticonvulsivants. Jusqu'à présent, il y a peu d'essais cliniques sur les effets du CBD et le nombre de participants est encore trop faible pour conclure sur l'efficacité du CBD. La chirurgie est une option assez récente qui demeure peu répandue dans le traitement de l'épilepsie. Son potentiel est pourtant très intéressant, pouvant aller d'une diminution à l'arrêt total des crises épileptiques, dépendamment du type de chirurgie. Il y a la chirurgie curative, destinée aux enfants présentant de l'épilepsie réfractaire. Elle consiste à déterminer la zone de décharge anormale des neurones et d'en faire l'ablation. Il est préférable que cette zone se trouve dans une région silencieuse afin que la chirurgie soit effectuée de façon sécuritaire. Donc, certains patients ne sont pas admissibles à ce type d'opération. Il y a aussi la chirurgie palliative, permettant de réduire la fréquence et ou la sévérité des crises. Ce type de chirurgie comprend la stimulation du nerf vague ainsi que la callosotomie. La stimulation du nerf vague consiste à attacher un stimulateur sur le nerf vague au niveau du cou pour envoyer des pulsions électriques. Cette technique a des effets bénéfiques sur l'excitabilité neuronale.
La callosotomie est une technique qui a pour but de sectionner le corps calleux afin de séparer les deux hémisphères du cerveau. L'objectif est d'éviter la propagation de l'épilepsie dans l'hémisphère sain du cerveau. Tout comme le stimulateur du nerf vague, cette chirurgie ne guérit pas, mais tente de diminuer les crises et leur gravité. En conclusion, beaucoup d'impacts fonctionnels sont documentés chez les enfants atteints de cette condition et les manifestations de celle-ci varient énormément d'un individu à l'autre. Par contre, la mémoire et le langage constituent les deux sphères les plus atteintes chez les enfants atteints d'épilepsie. S'il devait y avoir une suite à ce travail, il serait intéressant d'investiguer les impacts fonctionnels de l'épilepsie lorsque celles-ci sont associées à des comorbidités. Les connaissances présentées dans cette vidéo constituent une synthèse effectuée par des étudiants universitaires, donc ceci ne représente pas une liste exhaustive de toutes les connaissances scientifiques à ce sujet. La qualité de l'information peut également varier d'une source à l'autre.